Donc là, en fait, je vous parlais du RMQS et de ses facettes forestières. Alors, de quoi je vais vous parler? Je vais vous parler du RMQS. Après, le projet à la mode dans lequel j'ai été recruté, je vais vous expliquer un petit peu les méthodologies qui sont dans le RMQS, qui sont disponibles. Quelles sont les données forestières que l'on a actuellement? Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait en 2024 au niveau de ces données-là? Les données, donc, c'est des forêts qui sont sur les sites RMQS. Et après, je vais vous expliquer un petit peu comment on a fait pour essayer d'évaluer les biomasses forestières sur les sites RMQS. Voilà. Moi, je suis là aussi pour modifier un peu, remonter sur les RMQS parce que c'est un truc qui, par contre, qui n'est pas très connu, pas assez, et du coup, c'est l'occasion d'expliquer un peu pourquoi les consiste. Et voilà. Souvent, on lui reproche de pas avoir beaucoup de données au niveau forestier sur les classes RMQS, et là, ça s'améliore de jour en jour. Donc, le réseau RMQS, c'est un réseau qui comprend 2246 toute la France. Donc, c'est sur une grille 16-16. C'est une grille de 16 km, et chaque point d'échantillonnage est pris au centre de la plaque. La technique CL16, elle est issue en fait d'un projet ICP Forêt, donc c'est dans les années 90, un projet européen qui a consisté à suivre les activités des forêts en action avec la pollution atmosphérique. Et puis il est toujours en place sur ce réseau CL16 ou ICP Forêt pour d'autres problématiques, notamment à cause de la réchauffement climatique, mais aussi des états sanitaires des parcs en général. Et donc, le réseau du RMQS est calé sur ce réseau CSL. Donc, c'est important de les comprendre après. Le réseau RMQS, c'est une campagne tous les 15 ans. Donc, en 15 ans, tous les sites de France vont être visités. Ce n'est pas en une année qui se fait, c'est en 15 ans, tous les sites sont visités. Et actuellement, on est à la deuxième campagne. Donc, l'objectif du RMQS, c'est d'avoir un tableau de bord de la qualité des sols pour se rendre compte, en fait, pour voir le coût des sols, pour voir quel état de santé ils ont, pour cartographier leurs propriétés, pour détecter les évolutions, parce que dans la mesure où il y a des remesures, on va pouvoir faire des évolutions de différents paramètres du sol. Et aussi, il y a une banque d'échantillons, donc tous les prélèvements qui sont faits, ils sont conservés par exemple les conservatoires qui conservent tous les sols qui sont prélevés pour le RMQS. Donc ça, c'est important parce que ça permet à des chercheurs d'aller rechercher des les sols qui l'intéressent pour voir des états de l'analyse après, même si c'est des animaux peut-être. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on collecte les pratiques, alors, tout au niveau agricole, on voit un petit peu quelles sont les pratiques agricoles qui ont été faites sur les parcelles qui sont concernées. Au niveau des pratiques, jusqu'alors, on n'avait pas d'informations au niveau forestier, et là, avec le travail, on essaye d'améliorer ces collectes de pratiques au niveau forestier. Si vous avez des questions, je vais arrêter sur pas de problème. Alors, le site RMQS pour les forêts, qui vous intéresse ici, il y a 590 sites forestiers toute la France qui ont été interpellés. Alors, c'est un nombre qui varie, parce qu'en fait, d'une campagne à l'autre, il y a des sites qui avant étaient forestiers qui étaient agricoles, et inversement, des sites agricoles qui étaient forestiers. Et donc, il y a 520 sites RMQS qui sont adossés au réseau du RSSDF, c'est le réseau systématique de surveillance de la santé des forêts. Pardon. Donc, en fait, c'est un réseau qui est animé par le DSF, le département de santé des forêts, et qui correspond à une ICSL aussi, comme je parlais tout à l'heure. Et il y a aussi 70 sites RMQS qui sont indépendants, qui sont adossés pour des raisons historiques, pour divers raisons. C'est pas. Donc, du coup, on obtient 590 sites sur une grille 16-16. Son calcul, ça fait 15 000 hectares, donc on est un petit peu en dessous des 17 millions d'hectares de forêt recensées par l'IFM. On est un petit peu en dessous, mais ça reste par les mêmes ordres de grandeur. Le projet à la vente pour lequel j'ai été recruté, donc c'est un projet qui consiste en fait à mettre à disposition des chercheurs des jeux de données pour aller alimenter des modèles de suivi de stock de carbone dans différents compartiments. Et alors, pas seulement au niveau forestier, au niveau de tous les types d'occupation, aussi bien agricole, agriculture, etc. Au niveau en France et aussi en outre-mer, et aussi dans les pays étrangers. Donc pour cela, très rapidement, le projet à la mode, un
pourquoi il y a différents packages. D'abord, c'est trouver des données et que des données. Ça, c'est ma partie au niveau de la RMQS. Il faut savoir qu'il y a différents réseaux qui sont dans ce différents réseaux qui sont en projet, aussi bien le RMQS, mais il y a aussi le réseau Réseau Fort et d'autres expérimentations et le réseau au niveau agricole, mais aussi les taux de dans ces données, entre aussi des données météo, climat et d'autres données techniques. Ensuite, tout le travail va être à faire par la suite, ça va être de transformer ces données pour les rendre disponibles aux chercheurs, aux modélisateurs, pour que ces données soient harmonisées et puissent être injectées dans les modèles. Il y a un gros travail de modèle. Et après, l'idée, c'est de pouvoir tester les modèles actuels et puis les améliorer éventuellement pour les différents flux de carbone dans les compartiments et les systèmes. Grossièrement, c'est ça le projet Almond. Donc, alors, si je reviens sur les données du RMQS, pour bien comprendre qu'est-ce qui se cache derrière ces données, donc, au niveau du centre du maille, vous avez donc un carré de 20 par 20 qui est défini. Et dans ce carré, on va prélever 25 échantillons. Donc là, ces échantillons, ça va être des échantillons composites. Donc on va à l'intérieur, ça va être des échantillons qui vont être pris à différentes profondeurs. Donc il y a 4 strates jusqu'à 1 mètre qui sont pris. Et ces échantillons vont être mélangés par strates et il faut être ensuite analysés. En complément de ça, une fausse pédagogique est réalisée sur le site avec une mesure d'identité apparente, qui est super importante pour voir calculer les stocks, de différentes choses. D'abord, c'est du sol, et après, on a des fils descriptifs et des fausses qui sont réalisées. Au niveau des données biologiques dans le RMQS, donc il y a des paramètres pédologiques qui sont mesurés à chaque fois, donc la granulométrie, le pH, le carbone, l'azote, le phosphore, etc. Donc c'est assez classique pour l'analyse du sol. Les masses volumiques, les réservoirs multivables, et aussi d'autres paramètres, les contaminants du sol, les carbones du sol, et aussi des paramètres au niveau de la biodiversité, au niveau de l'ADN des bactériens et fongiques qui sont mesurés, les activités enzymatiques, et aussi des inventaires de micro-organismes qui sont réalisés. Toutes ces données ne sont pas réalisées pour tous les sites. Suivant les projets, il y a certaines données, comme par exemple les micro-organismes, qui sont juste sur certains sites, parce que le projet va être de temps dans tout le réseau. Alors, pour voir un petit peu la chronologie des choses, donc là, on a la première campagne entre 2000 et 2016, et la seconde campagne entre 2016 et 2030. Dans la première campagne, en 2007, il y a eu un inventaire forestier qui a eu un projet de biosol, donc qui a été initié par l'Institut de Forest en 2007, au niveau européen. Et en fait, ça a consisté à faire des prélèvements de sol, comme tu analyses, et aussi à des inventaires forestiers IFN, où les systèmes de super-7, il y avait donc des traces qui ont été mesurées, et aussi divers paramètres comme les arbres morts, la diversité au niveau des arbres assez, etc. C'est un point de ce que IFN. Et ensuite, en 2024, un projet à la mode, un nouvel inventaire a été fait avec moins de moyens. Du coup, on a fait des inventaires un peu plus limité, parfait, nous en parlerons après. Mais on a quand même réussi à faire des choses intéressantes. Et voilà, c'était en 2024. Et c'était en partenariat avec le département de santé et du travail du ministère de l'Agriculture. Alors, pourquoi on a fait un partenariat avec le DSF? En fait, donc, comme je vous l'ai dit, l'Institut de Forest, c'est un réseau européen, c'est une grille CSS qui est calée exactement sur notre grille CSS de RMQS. Donc, là, si je dis ça correspond au site DSF. Le DSF, ils ont des correspondants observateurs, donc c'est des gens de terrain, des gens qui ont une mission ponctuelle au niveau du travail à l'ONF ou au CNPF, et qui, dans leur emploi du temps, ont évidemment un petit peu de temps alloué à cette mission-là. Ce n'est pas du tout leur mission principale. Et en tout cas, quand ils vont, une fois par an, ils vont aller sur leur placette et ils ont des dates qui sont numérotées pour pouvoir les retrouver année après année. Et tous les ans, ils vont noter les tests sanitaires des arbres.
En plus de ça, tous les 5 ans, ils vont noter les circonférences de ces arbres. Du coup, là, en 2024, c'est les années qu'ils avaient noté les circonférences. Donc, on se dit, c'est une belle opportunité, il faut la saisir, parce que du coup, il y a moyen d'approfondir un petit peu ces données-là, de ces conférences, pour pouvoir réussir à avoir les densités, avoir un petit peu un plus beau, plus d'infos sur les forêts qui surplombent nos cassettes de RMQS. Parce que je me rappelle, on n'avait aucune info récente sur ces cassettes. Donc ça, c'était pas évident parce que du coup, il fallait mobiliser des gens pour qui travailler pour le RMQS, c'était leur mission principale. C'est pas évident, il a fallu que j'aille voir du coup les mascottes DSF. On a fait un protocole avec les informatiques DSF, qui sont en Orléans. Donc j'ai pas été très coopérant, il n'y a pas de problème. Et après, il a fallu aller, je suis allé en région, à tous les groupements des forestiers observateurs pour leur expliquer le protocole que nous avions mis en place. Il fallait aussi définir le protocole, c'était un long travail. Et donc, il fallait un petit peu vendre le truc auprès des forestiers, parce que forcément, au départ, présenter un faire quelque chose, parce que c'est pas la mission principale, c'est pas la mission initiale. Mais comme les gens très sympathiques, ils ont plutôt bien accepté. Très bien accepté. Et voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu le protocole, rapidement, donc là, la liste 16, si on fait un zoom nord-est, là, j'ai mis Nancy. Après Nancy, il y a une cassette qui glisse. Si on zoome un peu, on voit que c'est une cassette, donc elle a un identifiant RMQS, et aussi un identifiant DSF. Donc, 409, 625 Alors, le DSF, comment ça fonctionne leur cassette? Eux, ils définissent un arbre central dans le centre de la line, et autour de cette arbre central, ils vont faire une spirale de 20 arbres dominants. Eux, ça s'intéressent aux arbres dominants ou aux codominants. Parce que par rapport à la densité des arbres, c'est cela qui les intéresse dans leur protocole. Et donc, nous, on s'est dit, on va délimiter, le site à côté, on va délimiter une placette là, englober tous ces arbres principaux. Alors, du coup, ça veut dire que cette placette-là, elle va avoir une surface qui varie ici. Ce n'est pas une chose qui est un petit peu embêtant, mais on n'a pas le choix. Et du coup, les correspondants observateurs, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils vont mesurer le 630, la différente, et les centres depuis leur centre, on va monter. Et en plus, nous, on leur a demandé de calculer, de quantifier les arbres qui restent, les petits arbres qui ne sont pas dans pas les arbres qui sont numérotés, de les quantifier et de donner la distance majoritaire toujours par classe de diamètre. Petit poids, moyen poids, gros poids, tout à gauche. Là, c'est des comptes, ça leur fait très peu de temps sur le terrain. Ils ont fait, pas de souci. On leur a proposé de faire un protocole type IFL avec toute la 7, et les gens faisaient demandent c'est trop de temps, il n'y a pas possible. Donc, c'est pour ça. Et en complément, on leur a demandé aussi différentes descriptions des peuplements. Il y a les facettes. Donc, bien sûr, le diamètre de la facette, c'est hyper important pour pouvoir se remonter une surface. Ils ont fait une mesure de surface tailleur au rolascope. Et après, différents types de notations, de structure, gestion, origine de client, etc. Au cours des infos sur l'historique de. Alors, du coup, ça a tout marché, parce que sur les 594 feeds, en fait, on a eu 481 placettes récoltées. Les autres placettes qui manquent, c'est surtout des placettes qui n'étaient pas mesurables, c'est trop des petits arbres, qui n'étaient pas recensables. En dessous, c'était et du coup, on a 87% des sites forestiers à RMQS qui sont montés avec un. Et sachant que tous les sites qui n'étaient pas adossés au DSF, au DSF, ont été allés sur place physiquement pour faire le protocole. Alors, là, du coup, avec toutes ces mesures-là, je me suis dit, est-ce que ça mesure, c'est cohérent? Est-ce que ça a du sens? J'avais un peu peur. Est-ce que ça n'était pas n'importe quoi? Du coup, j'ai regardé un petit peu les données qualitatives. Et en fait, là, c'est le en 2004, et là, c'est un obtenu en 2007. En fait, c'est assez cohérent. Il y a plutôt, dans les résultats globaux, comme ça, c'est rapidement, c'est plutôt pas mal. C'est que ça, il n'y a pas de grosse incohérence.
un domaine qui peut tout se trouver dans tout être majoritaire en tout. Et si on compare de l'IFN, les données récentes, et là, on est un peu dans la même proportion que ce que notre unique. C'est pas la même chose, mais ça reste assez cohérent, donc c'est assez encourageant. Après, notre but, c'est pas du tout faire des barres de la France. C'est vraiment, pour chaque site, avoir des données complémentaires, des covariables, pour pouvoir interpréter les données technologiques. De la France, c'est des faits qui fait Et alors, je montre rapidement les données qu'on a obtenues. Les traces de gestion présentes, donc il y a beaucoup de noms en forêt privée, la trace de gestion. Du coup, c'est important pour pouvoir, par rapport au sol de carbone dans le sol, c'est une donnée qui peut être intéressante pour la suite, à voir si c'est écrit des choses. La diversité de ces forestières aussi, on a regardé ça. Donc là, on a un taux majoritaire de complémentaire de la France. Donc à l'IFN, c'est tout le contraire, il y a une majorité de forêts mangées. Comme ça. On a aussi calculé la dernière coupe, par exemple. Donc là, on voit qu'il y a beaucoup de forêts qui n'ont pas eu de coupe de noter, mais des forêts privées essentiellement. Et ça, c'est une donnée aussi importante par rapport au carbone dans le sol. Là, on remplit par forêt privée et forêt publique. Et forcément, en forêt privée, il y a beaucoup plus de forêts sans coupe. Et rapidement aussi, donc là, on voit un petit peu la piste des données. La surface carrière, on voit la SWOT, donc c'est le ratio que vous avez salué de 8, on va en parler après. Mais bon, malgré tout, on a une moyenne qui est autour de la moyenne de l'IFN, 24,8, 22,4. Et sachant qu'il y a encore plus une surface carrière qui est plus faible pour les fluides et plus importante pour les résineux, et c'est correspond à ce que nous observons. Alors, donc là, j'ai expliqué un petit peu les données. Maintenant, travail pour évaluer les biomasses forestières. Donc, c'est important parce que c'est une donnée qui va être rentrée pour les modèles de carbone. On va envoyer les produire, donc j'ai tout fait pour essayer d'avoir ça de manière plus ou moins correcte, on va dire. Alors, idéalement, ce qu'on a est là, le tableau forestier, qu'on a la circonférence de l'essence, et les vélométries qui sont géniales, pour pouvoir avoir le volume total, la biomasse et les stocks de carbone au niveau aérien. Et malheureusement, comme vous l'avez vu, on n'a pas de hauteur d'arbre et le célébrage est compté par 2 km. Donc, on ne peut pas appliquer les vélométries correctement. Ça ne marche pas. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, on s'est intéressé à l'IFN, j'ai eu la chance de rencontrer des gens du LIF, donc Nicolas notamment, qui avaient une super idée. Donc, d'utiliser les données de l'IFN, de l'IGN, parce que eux, grâce à la paramétrie, ils calculent facilement les volumes de bois fort, et les biomasses, le volume total aussi, les biomasses et le carbone total qui est dans les arbres. Et donc ça, c'est super intéressant parce qu'on va pouvoir, nous, avec une variable à nu qu'on a récolté en 2024, on va pouvoir faire un travail en fait d'imputation d'arbres sur la base de données IFN. C'est-à-dire c'est comme si on avait fait, on rajoutait nos peuplements à la base de données IFN et qu'on dit, ben voilà, les volumes, on les a pas, et faire une imputation, donc c'est essayer de remplir les trous pour pouvoir un petit peu déterminer les volumes des biomasses. Alors, je vais vous expliquer le détail. Donc, moi, avant de venir physiquement ici, moi je suis là ici parce qu'on voulait approfondir cette approche-là avec Nicolas et Thierry. Et du coup, on a, moi, en amont, j'ai fait une première approche. Donc, j'ai harmonisé les deux jeux de données. Donc, j'ai trouvé des variables communes, des trouvé en commun, donc densité de petits bois, densité de longs bois, etc. Les essences, par de diamètre, les surfaces terrières, etc., etc. Donc, plein de variables assorties pour qu'on ait un jeu de données qui soit cohérent l'un avec l'autre. Moi, il manquait des hauteurs, donc j'ai récupéré pour l'instant les hauteurs avec le travail de Martin Schwartz, c'est forme H, donc c'est les hauteurs qui sont issues des données GEDI et centimètres. Voilà. Donc j'ai établi par Randolph Forest un modèle de calcul des volumes bois forts à partir des données harmonisées. Et je l'ai appliqué sur les données harmonisées de RMQS et j'ai obtenu un volume bois fort par classe. Alors,
Le modèle sur la fiche de ses performances, c'est pas mal. Il y a 0,94 mètres carrés, et puis il y a un RSE de 37,11 pour 93 mètres carrés. Et puis, pardon, de moyenne, donc ce qui fait le près 20%. Et du coup, si on regarde les variables explicatives de ce modèle G, donc la surface barrière est la principale variable explicative. Donc moi, ça pose problème parce que pour les sphères QS, c'est une variable qui a plus de relation. Et il s'avère que c'est quand on regarde plus près cette variable-là par rapport aux autres, et bref, c'est pas top. C'est vraiment, il fait des aberrations, donc je n'aime pas trop. Ça m'embêtait un peu. Donc, du coup, il faut quand même utiliser ce truc-là, notamment donc, en faisant pression de se installer. On peut aussi après enlever les supérieurs ou aussi changer les paramètres. Mais en tout cas, pour l'instant, je suis à Canada et je suis venu ici à Nancy pour. Alors, pardon, là c'est par rapport à la première approche. Donc, je regardais aussi la répartition des volumes de bois de vous avez trouvé en Random Forest. Et en fait, on voit que c'est quand même pas trop lieu, tout le temps, pardon. Parce qu'en fait, voilà, si on regarde quelque part avec les IFM, et ben la répartition, c'est assez cohérent. Et voilà. Sauf la moyenne qui n'était pas top dans ce que j'ai fait. Mais en tout cas, pour l'instant, pour la première approche, je fais tout pas mal. Alors, en seconde approche, donc, au livre, on a travaillé sur en rajoutant les séries temporelles de hauteur. C'est le travail ici de Martin Schwartz qui, entre 2018 et 2023, a pu générer des cartes de hauteur des forêts sous la France. Donc, c'est des séries qui vont suivre la croissance des arbres. Donc, finalement, la croissance des arbres, c'est aussi une signature, une variable qui peut être intéressante. On doit pouvoir un petit peu qualifier, pouvoir aider pour déterminer les volumes. Donc l'idée là, c'est de pouvoir utiliser un modèle à KNN, donc c'est plus proche voisin, des cas plus proche voisin, pour déterminer les volumes de la MQS. Donc ce modèle-là, il va, dans un premier temps, on a utilisé toutes les données IFN pour l'entraînement et une partie dans ces données, une partie qui est utilisée pour valider le modèle. Voilà. Donc, d'abord utilisé, c'est surtout c'est Nicolas qui a fait ce travail-là. D'abord, il a regardé uniquement avec les données harmonisées pour voir si on arrivait à trouver des choses intéressantes. Donc, dans les données harmonisées, on a vu la majorité des variables par classe. On a vécu les variables par numérique. Et ensuite, on a essayé donc, les variables harmonisées plus ou non, que les variables de hauteur. Ensuite, les variables harmonisées plus les hauteurs. Et après, harmoniser plus hauteur sans la surface carrée. Est-ce que vous me suivez? Ouais, à peu près. Je vous montre là. Alors, ici, on a testé, donc là, c'est uniquement les séries temporelles de hauteur, sans intéresser aux données harmonisées. Donc, c'est pas très beau. On a un R carré et c'est bas, 0,9. Si maintenant, on fait que les données harmonisées, on a un R carré qui remonte à 0,8. C'est déjà plus propre, super. Très bien. Et ensuite, on a ici l'ensemble, harmonisé plus les séries temporelles de hauteur. Et là, on augmente encore le R carré qui est à 0,89. Et ici, on a fait pareil en bas à gauche, mais avec en enlevant les surfaces taillées. Comme variable. Et ça reste assez correct, 0,84. Voilà, voilà. Voilà. Et quand on s'est arrêté là, au niveau de cette évaluation de masse, on va encore changer les choses, on pourra rajouter comme donner la position, en fait, en longitude des sites de l'IFM, que c'est une zone qui fait du sens. Et puis encore d'autres aspects qui vont être intéressants à ajouter. Voilà. J'ai fini. Donc,
c'est un peu le travail que j'avais fait. Donc, c'est devenu assez complexe en 2024, même si les limites existent. Malgré tout, l'approche par modélisation et imputation commence à donner de bons résultats. Donc, on va avoir, je pense, prochainement des résultats utilisables pour la suite du projet. On va mettre en place des processus de validation RMQS sur un système général de validation QS-RMQS pour appliquer le protocole IFL sur le diagnostic, pour pouvoir vérifier que le modèle fonctionne bien. Et aussi, on a aussi un travail pour évaluer les climat en 2007 pour voir un petit peu ce qui se passe avant après. Et là, dans un troisième temps, il y a un gros travail aussi pour exploiter les itinéraires, pour identifier les itinéraires viticoles pour essayer d'approximer les flux de biomasse pour voir un petit peu les exports qui sont réalisés. Là, c'est un gros travail, mais on n'a pas encore des flux méthodos. Je vous remercie. J'espère que j'ai été clair. Si vous avez des questions, merci beaucoup. Merci. Merci. On prend des questions. Merci. C'est très intéressant, vraiment très intéressant et très clair finalement. Merci. Donc, je travaille et on travaille pas mal avec les données du RMQS. Je suis à l'INRA Champigny et il y a plein de questions, mais il y a une déjà un peu générale. Il y a un problème dans le RMQS quand même. C'est je dis que c'est une grille 16-16 et en fait, c'est pas vraiment une grille 16-16. C'est-à-dire que vous avez trop de points par rapport. Enfin, il manque des points par rapport à la grille 16-16 et en forêt, il en manque encore plus. C'est-à-dire que il y a 17,5 millions d'hectares, ça devrait faire 680 points à peu près, et vous en avez 590, et vous en avez échantillonné beaucoup moins. Et donc, du coup, on perd, en fait, cet échantillonnage systématique. Il est plus systématique, il est autre chose, quoi. Et ça, c'est quand même problématique, parce que c'est vrai qu'il y a des biais qui sont apparus probablement sur la façon dont les points ont été déplacés, etc. Et donc, moi, je trouve qu'il y a un problème un peu aujourd'hui dans le MPS là-dessus. C'est-à-dire que on a un problème de finalement représentativité de la France dans ce réseau parce que et donc est-ce que tu peux commenter là-dessus? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a des corrections à faire? Comment, etc. Alors, moi, je comprends ce que tu dis, tout à fait. Et ce qui se passe, c'est que ça, il y a alors moi, je suis récemment dans ce site-là, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sites qui ont été déplacés du centre de la maille, qui ont été plus poussés. Il y a un cas spécifiquement la valeur de clinage. Et pour des raisons tout simplement, parce qu'en fait, quand on va aller prélever du sol chez quelqu'un, il faut donner une modèle d'autorisation. Et du coup, quand il ne veut pas, il ne veut pas. Et il faut aller à côté. Et si c'est une forêt qui ne peut pas sortir à l'école, c'est. Et le fait qu'il manque quand même beaucoup de points aujourd'hui par rapport à 17,5 millions d'hectares, il devrait y en avoir 690 à peu près pour 17 millions d'hectares. Oui. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est le hasard des échantillons, mais je ne sais pas s'il y a un biais par rapport au déplacement. Là, je ne pourrais pas très bien. Ça vaut le coup de l'analyser parce que ça provoque un biais. Enfin, bon, oui, c'est une vision périphérique, on va dire. Et du coup, c'est un frein pour utiliser les données? C'est pas que c'est un frein, c'est que du coup, on perd la notion de systématique dans l'échantillonnage. Donc, du coup, on introduit d'autres causes de choix des points qu'il faut maîtriser. Sinon, elles sont. Déjà, il y a des choses, tout simplement, tu peux plus utiliser le fait que, par exemple, si c'était vraiment systématique, tu retrouverais le pourcentage de forêt en divisant le nombre de points forêt par le nombre de points total. Et ça, tu peux plus le faire, tu vois. Et même, il y a le calcul de l'erreur dedans, vous êtes obligé d'introduire des modèles de distance entre points, faire de la, je sais pas quoi, avec des modèles comme ça. Et qui du coup, sont bien moins intéressants qu'un échantillonnage systématique. On peut s'en tirer, bien sûr, j'ai pas dit du tout que il était à jeter à la poubelle, mais je me demande si on prend vraiment une grille 16-16, et qu'on prend à chaque fois le sens de tout poil, est-ce qu'on va vraiment retrouver aussi les proportions que tu as? Ah bah oui. Et on sait même calculer avec une erreur très précise à l'avance et tout. C'est tout l'intérêt des maillages systématiques. Oui, mais c'est quand même un marge d'erreur. Bien sûr, mais la marge d'erreur, on la maîtrise, on la connaît, elle dépend de la maille, etc. Tu rentres dans un autre domaine. Hein. L'échantillonnage sur maille, c'est un domaine bien plus balisé, on va dire, que l'échantillonnage
Ouais, bon. Ok, non, mais j'entends bien. Après, voilà, je suis très intéressé. Attends, il faut parler avec le micro. Mais j'avais encore une question, mais je l'ai fait après. D'accord. On va faire circuler. C'était pas une question, c'était plus un commentaire. Une des premières choses que je dois regarder par rapport à ça, c'est s'il y a des différences dans l'estimation des surfaces en fonction des régions, et essayer de voir si les points qui manquent, qui sont spatialement localisés, ou si c'est vraiment aléatoire. Parce qu'on peut faire l'hypothèse que par exemple dans le sud-est, il y a peut-être moins de points qu'ailleurs pour des raisons. Sûrement. C'est un peu le problème qu'on avait eu avec la SSP, quand c'est juste faire les stats sur la surface côtière, c'est le sud-est que les problèmes. Ça, chacun peut voir pourquoi il y a un Ça nous intéresse. Oui, mais je regarderai. Bien, c'est génial. Ouais, Moi, j'ai encore d'autres questions, mais je veux pas. Combien de temps la discussion c'est prévu? Comment on veut. Comment on veut. moi, je la partage. Ouais, il y avait une question aussi. Ah, du coup, d'ailleurs, par exemple, tu as dit à un moment, tu as glissé le fait que tu avais des différences, par exemple, la proportion d'essence de peuplement hétérogène par rapport à homogène. Tu disais, elle est différente de celle que montre l'IFN. Elle était assez nettement différente. Et du coup, ça montre bien que, et ça peut se calculer, ça. Est-ce que ta différence, est-ce qu'elle rentre dans la marge d'erreur du MQS ou non? Moi, D'accord. donc, c'est une des premières diapos de résultats sur le réseau MQS, donc sur les compositions forestières. Ouais, par exemple, c'est celle-là. Ouais, c'est ça. IFL, l'IFL en dessous, on voit qu'on a nettement plus, quand même, on passe de 43, je sais pas combien, 43, 44 à 53 en mélangé dans l'IFN. Donc, tu as 10% de différence chez la France. Le réseau MQS, il a 500 points. Il n'y a pas 10% d'erreur, il y a pas 10% d'erreur dans le réseau MQS. Enfin, je sais pas si vous l'avez calculé, parce que tu peux mettre des barres d'erreur sur chacune des données qui sont là, quoi. Non, j'ai pas encore exploré ça. Ouais. Alors, après, on a fait le projet à la mode l'année dernière. On a redonné les mêmes critères que l'IFN pour les forestiers. Après, il y a peut-être pas une marge de subjectivité, peut-être que c'est un biais de terrain, peut-être que ça Ça vaut le coup d'avoir les barres d'erreur là-dessus, pour savoir si c'est inquiétant, parce que si la barre d'erreur est petite pour le MQS, et elle doit être relativement petite, ça veut dire que tu as un biais, tu prouves que tu as bien un biais dans le MQS par rapport à la nationale. Ça veut dire que ce n'est pas les mêmes peuplements. Mais il faudrait avoir la barre d'erreur. Et je me permets encore une petite question. Une question technique, juste la méthode d'imputation KNN. Pourquoi du KNN par rapport à d'autres méthodes parce que moi j'ai appris bêtement que le random forest était plus flexible que le KNN et donc du coup que le KNN ça n'arrive pas forcément quand tu peux faire du random forest. C'est flexible, le canyon est beaucoup plus flexible qu'en random forest, mais à la mesure où tu n'as pas besoin de donner de variabilité, par exemple. Après, on aurait dit faire d'autres aussi. Après, c'est sûr qu'en termes de performance, le random forest montre souvent des performances supérieures. Ouais. Mais par contre, il est beaucoup moins flexible. Donc là, si tu veux faire une imputation de placette, tu n'as pas le choix, c'est random forest. C'est quand même. Si par contre tu veux imputer du volume, tu peux passer par du random forest, mais par contre. Alors, il y a des random forest multivariés. Donc, on ne va pas leur coller les 200. C'est pas spécifique dans le compte. Parce que nous, ici, on cherche de faire un appareil de placettes. Et puis, comme ça, on peut imputer le volume, la biomasse ou peu importe. Mais qu'avec Random Forest ou List Forest, c'est plus spécifique. On peut imputer plus variable à la fois. Tu peux faire aussi plusieurs, mais ici, on fait juste les terres. Donc, on essaie vraiment de faire un grillage, un peu de placettes. Et puis après, parce que aussi la biomasse, ça on n'a pas dit, mais la biomasse qu'on va imputer, on va aussi la mettre un peu à jour dans le cadre du même projet à la mode. Du coup, la biomasse IFN, elle n'est pas définitive. Là aussi, il y a une petite réforme des équations. Du coup, l'idée, c'est n'est pas imputer la biomasse actuelle, mais plutôt faire des paires, des placettes, et puis après, remplacer ça par une nouvelle biomasse. Mais pour compléter, juste pour compléter, c'est le premier test. Renault est arrivé hier. On a commencé par KNN parce que c'est facile à maîtriser et c'est efficace.
Mais on a quand même pour objectif d'en tester d'autres. Hein. Et puis, ça donne des résultats qui sont vraiment super. Hein. Je veux dire, parfois, il ne faut pas chercher compliqué trop. Moi, j'avais une question là, sur le pur mélangé, là, vous l'avez évalué comment? J'ai une remarque sur ça en ligne aussi. Parce que, Ouais. si je dis pas de bêtises, à l'IFN, c'est plutôt basé sur les descriptions de peuplement sur la placette de 25 mètres, sur des taux de couvert de sensables. Et il me semble avoir compris dans nos discussions que vous travaillez en proportion surface terrière sur les arbres mesurés. Et ça peut générer des différences. Ah oui, Ah bah, c'est pas quelqu'un de c'est-à-dire. Donc, Nous, il me semble, je vérifierai quand même, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'à l'IFN, on travaille sur les taux de couvert libre recensables sur la placette de description du peuplement à 25 mètres pour déterminer si c'est plus reménagé. On n'utilise pas la placette volumétrique qui n'est pas assez grande en fait pour décrire le peuplement. non, nous, leur demandé d'évaluer ça avec le peuplement, en fait. Pas du tout avec le placette. Ok. Voilà. non, bah, en fait, j'avais une remarque qui allait dans le même sens hein, dans le chat. Hein, dire voilà, que c'est ce qui posait la question justement, est-ce qu'il y avait une différence dans le protocole IFN et puis du coup dans la mode pour déterminer ce qui était mélangé ou pur. À chaque fois, le protocole, à chaque fois qu'on a recalé qui fait l'IFN. Moi, j'ai une question. Il y a un point que j'ai pas bien saisi. Quand à la fin, tu es revenu en parlant d'itinéraire sylvicole. Ouais. Et en fait, je comprends pas bien à quelle échelle ça s'articule. C'est-à-dire que vous avez des informations sur les itinéraires sylvicoles pratiqués au niveau de chaque point d'échantillonnage. Ah. Par contre, ouais, on aura perdu le partage. Là. Faudra repartager. Ouais. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les ans, les agents de l'ISF, les formations d'observateurs, il faut noter les arbres qui disparaissent dans leur arbre dominant. Ils notent la même chose de la disparition. Si c'est tempête, si c'est. Oups, ouais, enfin. Et en fait, du coup, alors, on peut dire, mais si tu veux, là, moi, j'ai arrivé par données. Par année, en fait, je vais avoir, pour pouvoir déterminer, dans les arbres dominants de leur placette, le pourcentage d'arbres qui est disparu Oui. par rapport à l'année précédente, et la cause en fait. Et du coup, là, ça a déjà une idée de l'export qu'il y a eu au niveau de la placette. Tu vois, la prise pour chacun a été enlevée via ces conférences. Ok. Et je vais recouper avec les données de gestion que j'ai récupérées au niveau des enquêtes. J'ai demandé aussi la rotation, la taille de la pour essayer d'avoir ce qu'on peut après estimer les taux de lumière. D'accord, ok. Et c'est pour la rendre très approximatif. Donc en fait, ça deviendrait une variable explicative supplémentaire, un peu à la nature. Ouais. Parce que je me demande comment tu peux traiter ça après en termes de stats, quoi. Comment tu vas faire tes catégories d'itinéraires. Ça va être du ça va être du qualitatif en fait. Bah, pas vraiment, parce qu'en fait, alors, moi, j'imagine qu'il faut qu'on en discute. Hein. Ouais. Mais en fait, par date, trouver un volume d'export. Le premier d'export, en fait, dans les deux campagnes, parce qu'en fait, pour les modèles, les modèles, ce sera aussi de données d'entrée. Oui, oui. Mais par contre, je pense qu'il faut un calcul au niveau utilisateur, décider d'attendre pour après se les Ok. Si, bah, enfin, en tout cas, voilà, il y a au stade où vous en êtes, je comprends bien qu'il faut faire du développement méthodo, en fait, sur ça. Moi, c'était juste, je cherchais plutôt à comprendre, c'était quoi un peu la nature de la donnée que vous aviez. Alors, je me suis entraîné avec une petite question aussi, parce que tu as dit qu'une campagne dure entre 10 et 15 ans. Et les camarades de DSF, ils ont remesuré les circonférences tous les 5 ans. C'est-à-dire que toi, tu peux compter sur 2 voire 3 mesures les diamètres. En plus, et du coup, c'est super intéressant ça par rapport à nos implications, c'est-à-dire qu'on peut impliquer la biomasse 2 ou 3 fois durant une campagne et voir un peu les flux de la migration.
Par contre, j'aurais pas dit que c'est calé sur les valeurs des dominants. Je ne sais pas quel dominant, on n'aura plus les thèmes même qui sont données disponibles. Ok, tu vois. Par contre, la black flag, c'est effectivement ces données qu'on pourrait si. Parce que ça peut être assez intéressant, comme ça on n'a pas juste la manipulation du stock, on sait pas un peu la variation sans stock, ce qui nous intéresse beaucoup plus. Voilà. Par contre, on n'aura pas les données de ce genre pour. Paris, issu de la télévision, ouais, ou sur le plan. Ah, ok. Parce que c'est pas des télévisions, c'est temporel, mais aussi on peut pas aller plus loin que l'on passé, sauf si on fait fort time, mais dans le futur, on pourrait. Parce que le Jedi passe. Et non, Max, il veut mettre un terme au Jedi, mais il n'a pas encore fait. Du coup, il a une forme d'actualité. Oui, une dernière, pour moi, une dernière question, ce genre de remarque, hein, c'est que ce travail est super et il est initié malheureusement parce que les gens ne veulent pas faire une placette IFN. Et du coup, c'est dingue parce que la placette d'andrométrique IFN, enfin nous c'est le protocole qu'on emploie dès qu'on fait une description d'andrométrique là pour tout, et c'est rien du tout. Et, par rapport au coût du RMQS, c'est juste 1 heure par placette. Donc, moi, je trouve ça incroyable que, un, le DSF ait refusé, et deux, que vous n'ayez pas le pognon pour le faire, ou je sais pas quoi, parce que c'est rien, quoi. Alors, l'idéal, ça aurait été que les gens qui passent des clubs en sol puissent aussi faire sur place en même temps. Ça n'a pas été formulé comme ça à la base, dommage, mais je suis d'accord. Donc, je pense que pour la suite, un des conseils forts au RMQS, c'est de prévoir de le faire eux-mêmes ou de forcer. Payer fait. Ouais, payer l'IFN, payer l'ONF, mais quand même, le protocole n'est pas lourd pour y arriver. Mais ça permet des développements très je suis sympas. d'accord, je sais pas gentil, comme toi qui m'ont dit, mais franchement, c'était pas compliqué de le faire. Mais voilà. Et après, c'est pas moi qui. C'est la vraie c'est Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais. Je vais te dire une grosse bêtise, mais l'évaluation de la biomasse en forêt, elle est faite par aussi d'autres modèles, non? Par d'autres modèles? Oui. Et en fait, l'idée là, c'est d'en avoir un nouveau, c'est ça? Alors, tu parles de quel modèle? Par exemple, le French Forest Model System, qui va vous donner la biomasse en séquestration, en substitution de la forêt française. Il faut faire la distinction entre l'observation et les modèles prédictifs. Ah oui, Tous les modèles de végétation qui font partie des modèles climatiques aussi, ils ont une estimation de la biomasse qui est très grossière, qui est effectivement dans la partie aérienne ou dans la partie racinaire, mais là c'est l'observation. Ok, c'est ça la différence. En référence, on cherche à établir, calibrer les modèles aussi. Il donne des valeurs, en fait. On prend des modèles. Ok. C'est la différence. Mais tu as raison, c'était pas du tout une bêtise. Effectivement, il y a plusieurs modèles prédictifs qui. J'ai une autre question en ligne. Quel lien avec les estimations faites par l'IFN pour les rapportages internationaux carbone? Alors, je précise la personne, c'est une question de Ingrid Bonnem. Le lien est assez clair que le rapportage du l'IFN est basé sur les estimations de la biomasse sur le CPFN. Les mêmes données sont utilisées pour les imputations dont ou sur le réseau RQS. Du coup, le lien, c'est à la racine, à la source, c'est la même donnée terrain, c'est la même équation allométrique, les mêmes équations allométriques qui estiment plutôt la densité de la biomasse à l'hectare. Aérienne ou totale? Bon, ce que tu estimes vraiment avec allométrie, tu passes du volume par fortige au volume total aérien, puis tu ajoutes la densité pour arriver à la biomasse. Pour la base, ce qui fait vraiment la maîtrise, c'est la biomasse aérienne. Puis après, il y a des coefficients qui s'appliquent pour estimer la partie racinaire, et il y a même des coefficients qui s'appliquent pour, bon, mais c'est très très grossier, pour estimer la biomasse dans les sols. Mais disons, la partie la plus rationnelle, scientifique, si on veut, c'est la partie aérienne.
Parce que là dans ce travail-là, finalement, on voit le bénéfice comment dire, d'utiliser les allométries de l'IFN qui sont déterminées sur le jeu de données de l'IFN pour faire une inférence sur le réseau de données RMQS. Le feedback, c'est quoi? Est-ce qu'à un moment donné, à quel moment on tirera bénéfice peut-être des échantillonnages antécédents qui ont été faits sur le RMQS au bénéfice de l'IFN en fait, ou de la comptabilité? C'est dans la... discuter. Je sais pas si je suis à côté de la... C'est possible que je suis à côté de la plaque. Pas clair, hein. Disons que là, comme on le dit là, comme se dit les Jean-Luc, l'IFN n'a pas dit son dernier mot sur l'estimation de la biomasse, donc on cherche à améliorer les estimations de la biomasse sur les placettes. On va pas se mentir, l'IFN a beaucoup de placettes, mais on cherche toujours encore plus, quoi. Du coup, la question s'est pas posée juste ici, parce que les protocoles sont pas du tout équivalents. Du coup, là, on cherche des variables communes pour pouvoir faire des implications, mais pour se baser, côté inférence statistique, sur les placettes RMQS à côté des placettes IFN, il faut une correspondance totale de protocole. Ouais. On ne peut pas vraiment mélanger les choses différentes. Et du coup, bon, ça c'est vraiment un peu... C'est une question un peu plus compliquée, quoi. Je ne sais pas si un jour on va arriver avec un panel RMQS. Après, il y a aussi le tirage au sort. C'est que tout le paradigme de l'inférence IFN, c'est basé sur le tirage au sort. Les placettes ont vraiment des positions aléatoires, ce qui nous garantit le manque de biais, ce qui est la qualité principale des estimations IFN. Quand on mélange ça, du coup, il y a aussi une autre grille, notre maille IFN, mais les placettes ne sont pas au centre. Ils ont aussi, il y a pas mal de pays où les placettes sont au centre de la maille, mais pas en France. En France, les placettes sont aussi distribuées aléatoirement, ce qui n'est pas le cas avec la RMQS, quoi. Bon, là, on rentre un peu dans les détails mathématiques qui sont pas... Bah oui, mais c'est important parce que ça fixe quand même les limites méthodologiques de tout ça, quoi. Donc, vu que c'est un investissement quand même derrière, en termes de mesures. Mais bon, les utilisations ne sont pas toujours les mêmes. Oui, mais pour moi, il y a vraiment une raison d'être pour l'IFN et pour la RMQS. Ah oui, et même pour un troisième réseau s'il faut. Parce que, bon. Où est l'argent? Le feedback, ça peut être de faire de l'imputation de stock de carbone du sol dans l'IFN à partir de l'IFN. Oui, c'est ça. C'était mon idée. C'est intéressant, ouais, effectivement. C'était ça que j'avais monté. Il y a des mesures des sols qui sont beaucoup moins sophistiquées, beaucoup moins élaborées. Et on pourrait. Mais il y en a quand même, il y a vachement de données sols, hein, donc le sens inverse, vous n'avez pas commencé à essayer. Non, ça, on n'a jamais évoqué ça, mais c'est vrai que dans la mode, si je comprends bien, il y a pas mal de sous qui restent. Du coup, voilà. Ok. C'est une autre question? Ok. Bah, on conclut du coup. À moins qu'il y ait plus, moi j'ai plus de questions en ligne, donc voilà. Ben merci à nouveau Renaud. Merci beaucoup.